Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire dédié au financement européen pour les fintechs innovantes. Je suis Georgia Libucci, chargée de mission Europe à Finance Innovation. Pour ceux qui ne connaissent pas Finance Innovation, brièvement, Finance Innovation est un cluster dédié à la finance digitale et à la fintech. Aujourd'hui, on regroupe environ 600 parties prenantes qui travaillent dans l'écosystème de la finance. Et on est divisé en 6 filières d'activités. On a gestion d'actifs, banque, finance durable et solidaire, immobilier, assurance et gestion de finances en entreprise. Donc, l'objectif de Finance Innovation est d'identifier et évidemment accompagner les projets innovants pour développer leurs solutions et leurs startups en France, mais également à l'international. On a également un pôle Europe qui est dédié au financement européen, qui sont gérés par Finance Innovation. On gère principalement des financements dédiés à l'innovation et à la finance digitale, donc Horizon 2020, Horizon Europe et UIT Digital. Et donc, c'est aussi pour cette raison qu'aujourd'hui, on se retrouve là pour vous expliquer quelles sont les opportunités au niveau européen pour financer vos projets innovants. Donc, aujourd'hui, je suis avec 4 intervenants. Donc, on a Sophie Gabu et Jenny Hubert de FV Conseil Innovation. Elles vont vous expliquer plus en détail quel est le but, l'objectif de FV Conseil Innovation, mais il s'agit d'un cabinet de conseil qui est spécialisé dans les financements européens, notamment dans l'innovation, la recherche et le développement. Et je suis aussi avec Béatrice Gouès de AI4 Alpha et Serge Tabachnik de Lombardodier, qui sont lauréats de l'OIT Digital et donc ils vont vous présenter leur expérience par rapport à l'utilisation de ce financement européen, dédié aussi à la finance digitale. Donc, comme je le disais aujourd'hui, il s'agit d'un webinaire dédié au financement européen pour les PME et les fintechs innovantes. En effet, il existe plusieurs financements européens qui sont accessibles pour les fintechs et les PME en Europe, donc en France aussi. Le majeur financement européen est Horizon Europe. Il s'agit aussi du plus grand financement au niveau européen qui est dédié à l'innovation. Et en effet, son budget a même augmenté de 30% pour la nouvelle programmation, donc à partir de 2021. Il y a également d'autres financements comme l'OIC, Accelerator, le Eurostar, Eureka, EIT Digital. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est que Jenny et Sophie vont vous présenter les opportunités de financement européens qui peuvent être intéressants pour vous en tant que fintech innovante. Ils vont vous expliquer évidemment quelles sont les modalités de candidature et des appels à projets. Et on aura aussi un retour d'expérience donc de Serge et Béatrice liés à l'OIT Digital. Donc, j'invite Jenny et Sophie à nous présenter un peu les financements européens qui peuvent être intéressants pour vous. Et donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Georgia, pour cette introduction et merci à ceux qui sont venus nous écouter ce matin sur le webinaire. Donc, moi, Jenny Hubert, je suis consultante chez FV Conseil Innovation depuis une dizaine d'années. Je suis spécialisée notamment dans les aides européennes pour les PME et j'ai monté une vingtaine de projets européens déjà pour les PME françaises. Et donc, avec ma collègue Sophie, qui est également spécialisée dans les aides européennes, je vais vous présenter rapidement le cabinet FV Conseil Innovation, qui est partenaire de Finance Innovation, je pense, depuis une dizaine d'années. Et le cabinet, lui, existe depuis plus que 25 ans. On est une petite équipe dédiée à l'accompagnement des PME et startups dans différents domaines technologiques. On a une soixantaine de clients actifs dans notre portefeuille avec une volonté de fournir un accompagnement global et sur le long terme pour identifier les aides à la fois régionales, nationales et européennes qui correspondent le mieux à son stade de développement pour financer ces projets d'R&D. Et grâce à notre spécialité justement sur les PME, on a une expérience éprouvée sur les aides européennes pour les PME avec un taux de réussite très nettement supérieur au moyen national. Et ça vient d'une part d'une expérience pour écrire ces projets, mais aussi d'une capacité à évaluer
en amont l'éligibilité d'une PME pour une aide de données. Et c'est un peu cette capacité à évaluer son éligibilité dont on veut vous parler ce matin pour vous aider à vous retrouver dans l'écosystème européen et identifier rapidement si un certain dispositif représente une bonne opportunité pour vous. Donc, Georgia a déjà expliqué un peu comment ça va se passer ce matin, donc je vais passer rapidement sur le sommaire, mais rapidement, on va vous présenter Horizon Europe, qui est le programme cadre de financement de R&D au niveau européen, pour vous donner quelques notions clés pour comprendre les dispositifs dont on va parler par la suite. Après, on va rentrer dans les détails des dispositifs qu'on a sélectionnés, puisqu'on estime que ce sont les plus intéressants pour vous, avec au milieu l'intervention de Béatrice et Serge pour parler de leur vraie expérience de participer à un projet européen en tant que PME. Et puis, on terminera avec quelques conseils pour choisir les dispositifs et se lancer. Donc, j'invite maintenant ma collègue Sophie à vous expliquer un peu Horizon Europe, ce que c'est et comment s'y retrouver. Voilà, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je pense qu'on a besoin de faire une petite contextualisation avant parce qu'on n'a pas forcément connaissance de tous les profils et tout le monde n'est pas forcément familier avec les programmes européens. Donc, Georgia vous a déjà fait un petit tour d'horizon justement rapide au début sur ce grand programme qui est Horizon Europe, qui est vraiment un programme cadre européen dédié à la recherche et à l'innovation. Qui existe depuis déjà une bonne trentaine d'années, mais qui est donc renouvelé tous les 7 ans avec une nouvelle programmation et un nouveau budget. Le budget est vraiment conséquent jusqu'à 2027, hein, on est à presque 100 milliards d'euros. Donc, c'est très intéressant de se pencher dessus pour trouver des sources de financement pour l'innovation. Dans l'ensemble, très schématiquement, on a vraiment un format de piliers comme ça, donc 3 grands piliers qui sont qui vont se caler sur une échelle de maturité de projet dans l'ensemble. Donc, le premier pilier a toujours existé aussi. Il est vraiment dédié à plutôt la recherche fondamentale, recherche amont, exploratoire. Donc, c'est vraiment pour la mise en commun plutôt dédié aux laboratoires essentiellement publics, hein, la mise en commun de structures, d'infrastructures de recherche, la mobilité des chercheurs, la collaboration des chercheurs également. Le deuxième pilier, en fait, c'est surtout les piliers 2 et 3 qui nous intéresseront par la suite, et qui vous intéresseront surtout, puisque le deuxième pilier contient l'essentiel de tous les appels à projets en fait, concurrentiels et qui peuvent intégrer des actions d'innovation dans des thématiques bien précises, qui sont nommées les clusters aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a les grandes priorités européennes, finalement, que sont la santé, la culture, la sécurité, le numérique au sens large, le climat, l'alimentation, avec toujours comme objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, renforcer la compétitivité aussi à travers l'industrie et surtout la collaboration entre l'académique et l'industrie. Et puis ce troisième pilier qui se renforce de plus en plus avec un budget qui augmente et qui se structure surtout. En l'occurrence, sur cette programmation, c'est en 3 blocs finalement, dont on va parler un peu plus en détail par la suite, et qui contiennent des appels plus spécifiques portés vers l'innovation et surtout vers le public de PME et de start-up, que vous êtes, je pense, très majoritairement aujourd'hui. Voilà, et qui intègrent donc des appels à projets comme le IC Accelerator, le IT Digital, ou IT au sens plus large aussi, et puis d'autres appels qu'on va évoquer comme Eurostars dans les prochaines slides, excusez-moi. Voilà, on peut passer, je pense, à la maturité du projet, puisque c'est là, en fait, une échelle qui fait aujourd'hui office de référence pour l'essentiel des programmes européens, et d'ailleurs pas qu'européens, c'est aussi en fait, au niveau national ou régional. On va beaucoup se caler sur ce principe-là de maturité technologique des projets, même s'il ne s'agit pas toujours de technologie. À l'origine, c'est vraiment issu de l'ingénierie, hein, et même de la NASA, pour déterminer un niveau de maturité technologique au sens où on commence par une simple idée, un concept, vraiment en laboratoire, pour aller jusqu'à la mise à échelle d'un projet innovant et sa commercialisation, même à terme, son industrialisation, sa commercialisation.
Donc, schématiquement, on a en fait 3 grandes phases dans cette échelle qui va de 1 à 9. On a les premiers TRL jusqu'à 4 qui vont vraiment être dédiés à la recherche exploratoire, expérimentale, à la formulation du concept, la mise en place des protocoles, des premiers tests dans des environnements pas encore représentatifs, mais donc plus labo, et puis jusqu'à aller à vraiment la preuve de concept en TRL 4, généralement. On a une phase intermédiaire ensuite avec la mise en place du prototypage, donc les premiers prototypes et les premiers démonstrateurs dans des environnements plus représentatifs. Et puis, on se dirige vers les derniers TRL jusqu'à 8-9 qui vont vraiment être axés sur l'industrialisation et donc des projets plus proches du marché. Voilà, donc c'est important de revenir un peu là-dessus pour que vous ayez un repère à chaque fois, puisqu'on va vraiment se référer à ces TRL, donc ces Technology Readiness Level, qui sont appliqués dans chacun des appels à projets. Oui, justement, vous allez comprendre pourquoi on vous parle autant de TRL par la suite, parce que je vais vous présenter le premier dispositif concret ce matin, où la notion de TRL est très importante pour comprendre comment sont financés les projets. Donc, ce dispositif, il s'appelle le EIC Accélérateur, et c'est souvent l'appel qui est le mieux adapté pour une PME parce que ça finance une entreprise toute seule. Il n'y a pas besoin de partenaires, de projets collaboratifs. Et ça se situe dans le pilier 3, donc les financements européens pour l'innovation. L'objectif de cet appel, c'est d'aider les PME à financer les dernières phases critiques de son R&D qui va lui permettre de mettre son produit ou sa solution innovante sur le marché. Donc, ça va comprendre de surmonter les derniers verrous techniques, de mener des études pilotes avec les clients ou les utilisateurs finaux et dans certains cas, l'industrialisation de la production. Donc, on parle de projets qui démarrent à minima au TRL 6, c'est-à-dire qu'il y a un prototype assez avancé et qu'on est plutôt au stade de créer des démonstrateurs et de le déployer auprès de clients en test. L'accélérateur veut surtout financer les prochains champions européens dans leur domaine. C'est des entreprises deep tech, donc il y a vraiment une fondation technique assez forte. On n'est pas sur des innovations de services. Et la solution envisagée ou à développer doit être très ambitieuse avec une visée internationale assez rapidement. Et même si l'appel est ouvert à toute entreprise PME, même des startups, en réalité, les projets financés sont souvent portés par des entreprises bien établies avec une équipe d'une dizaine de personnes au moins déjà en place et une capacité financière à mener un projet à plusieurs millions d'euros. Donc, comment est structurée cette aide? C'est assez inhabituel. Il y a une partie subvention et une partie ce qu'on appelle equity. La partie subvention, c'est le financement des travaux de R&D du projet, c'est-à-dire les parties qui se situent entre le TL6 et le TL8, donc création de démonstrateurs, études pilotes, etc. Là, l'aide va couvrir 70% des dépenses dans la limite de 2,5 millions. Donc, on parle des projets qui peuvent être d'un montant global de 3,5 millions. Et un taux de financement de 70% qui est vraiment très généreux par rapport à d'autres aides nationales, par exemple. Ça, c'est pour la partie projet d'R&D. Et ensuite, cette aide a une partie equity, où l'objectif, c'est de financer les travaux de TRL 9 de mise sur le marché. Et ça consiste à une participation directe par la Banque d'investissement européenne. L'idée, c'est de aider l'entreprise au moment où elle est dans sa vallée de la mort, on va dire, elle ne peut pas financer, il n'y a plus besoin de financer la R&D, mais il n'y a pas assez de preuves de marché pour lever suffisamment de fonds privés auprès d'investisseurs classiques. Donc, l'idée, c'est que vous gagnez l'appel accélérateur, vous organisez une tour de table et la Banque européenne va injecter le même montant que vous êtes capable de trouver de votre côté avec des co-investisseurs, dans la limite de 15 millions. Donc, si vous arrivez avec vos autres investisseurs à lever 15 millions, la Banque européenne va
injecter le même montant. Si vous levez 5 millions de votre côté, ça va être 5 millions de la Banque européenne. Donc, voilà comment est conçu et financé les projets accélérateurs. Et pour demander l'aide, c'est un processus particulier. Il y a une plateforme dédiée à ça, avec une évaluation en plusieurs étapes, avec l'idée d'aider l'entreprise à ne pas perdre trop de temps à faire tout de suite une très grosse dossier de candidature, mais d'évaluer au fur et à mesure l'éligibilité. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic automatique sur la plateforme accélérateur avec un moteur d'intelligence artificielle qui va vous dire déjà si le projet a l'air de rentrer bien dans les clous ou pas. Et ensuite, il y a une short application, une petite candidature avec un questionnaire à remplir en ligne, une vidéo de 3 minutes où vous présentez votre projet et les fondateurs, et un pitch en 10 slides. Et si vous êtes retenu à cette étape-là, vous êtes invité à préparer le full application qui, lui, est un dossier très, très exigeant, environ 150 questions très poussées. Vous resoumettez votre pitch et puis il faut fournir des annexes assez poussées sur le business plan financier, le freedom to operate, s'il y a des brevets et ainsi de suite. Si vous êtes à nouveau retenu en step 2, vous êtes invité à présenter votre projet devant un jury à Bruxelles. Et à ce moment-là, on va décider de vous octroyer le financement ou non. Donc, voilà pour l'accélérateur. Sophie va vous parler maintenant, dans le cadre de l'accélérateur, quelques dispositifs qui sont prévus pour augmenter la participation des femmes. Elle vous en dira plus. Voilà, c'est ça. Alors, c'est effectivement l'un des dispositifs, en fait, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais celui-là a été vraiment mis en place très récemment pour effectivement favoriser, donc, alors promouvoir de façon générale le leadership féminin dans l'industrie deep tech, surtout au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment une des grandes ambitions européennes qui est inscrite dans la grande majorité des textes, et notamment par le biais de participation à des programmes comme l'accélérateur, vraiment dans les toutes premières phases de la naissance en fait, des projets, donc pour soutenir les premiers pas des projets innovants. Alors, le profil visé, en fait, c'est non seulement des profils féminins, bien sûr, qui sont en fait dirigeantes ou co-dirigeantes d'entreprise, mais aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, des entreprises. Donc, il faut derrière qu'il y ait certains critères à respecter en termes de caractéristiques d'entreprise. On est quand même sur des startups, plutôt early stage, qui ont, alors théoriquement, en tout cas, c'est ce qui est inscrit dans les textes, il faut voir ensuite le niveau de flexibilité possible, qui n'ont pas encore de MVP et qui ont levé les premiers fonds, mais dans une certaine limite, en général en dessous d'1 million, et qui sont donc assez récentes dans leur... ce sont de jeunes sociétés. Donc, le but, c'est de favoriser la participation des femmes au programme Accélérateur, qui lui-même s'est imposé en forme de quota, jusqu'au passage à l'oral et même ensuite. L'objectif, c'est d'avoir 30% des entreprises retenues à l'oral et qui sont donc dirigées ou co-dirigées par des femmes. Alors, pour être un peu plus précise, en termes de profil, le but, c'est quand même d'avoir des personnes qui sont dans des positions stratégiques, CEO, mais aussi CSO, CTO, donc, qui peuvent être aussi tout à fait à l'origine du projet scientifique ou technique lui-même. Alors, à travers ce programme, on n'a pas forcément l'objectif, ce n'est pas vraiment le financement, puisqu'on est sur des phases vraiment de formalisation de projet. Donc, on accède à 2 choses, à la fois une subvention, c'est pas précisé là parce qu'on a voulu être succincte, mais d'abord une subvention qui est en fait forfaitaire, elle se limite à 75 000 €, donc c'est relativement symbolique. Mais l'idée étant en fait vraiment de pouvoir consacrer cette enveloppe-là à la formalisation du projet, on va dire à la consolidation surtout d'un business model, d'un plan financier, d'une stratégie sur lequel se projette ce projet-là, donc la stratégie de croissance. Ça peut vraiment être des prestations de consolidation de plan marketing, commercial, tout ce qui est relatif aussi justement au freedom to operate, donc à la propriété intellectuelle, analyse marché, analyse concurrentielle. Enfin voilà, c'est tout ce qui va vraiment vous préparer à
donc en tant que dirigeante de start-up deep tech, a une bonne candidature accélérateur. Il y a aussi d'ailleurs des services de business acceleration en fait qui s'accompagnent de la subvention et qui sont importants à mentionner parce qu'ils sont vraiment mis en place également d'ailleurs dans l'accélérateur, donc c'est pas du tout négligeable. L'avantage, c'est qu'on est aussi sur une démarche bottom-up, donc il n'y a pas de thématique particulière. On peut proposer toutes sortes de solutions dans tous les secteurs possibles. Et le taux de succès est relativement intéressant a priori. Il n'y a eu qu'une seule session aujourd'hui. Donc, les résultats sont tombés en mars pour une participation fin 2021. On est à 13% de succès, donc c'est quand même pas mal. Il y a eu un peu moins de 400 candidatures, une cinquantaine retenues, donc 4 françaises d'ailleurs. Le budget va être un peu augmenté pour la prochaine session, donc c'est vraiment à prendre en compte. La date n'est pas fixée, mais ça devrait être pour la fin d'année, comme l'année dernière, autour de novembre. Voilà. Donc le but, c'est vraiment on ne parle pas du tout de dépenses de R&D, en l'occurrence. C'est vraiment, comme je disais, pour des services amont. Et Sophie, voilà. Il y a quelque chose d'important que j'ai oublié d'ajouter quand on parlait de l'accélérateur en général, c'est que le programme est extrêmement compétitif. Les taux de réussite en général sont entre 3 et 5%. Et c'est pour ça qu'on présente ici les choses pour favoriser la participation, notamment féminine, parce que le taux de réussite est un vrai enjeu. Et donc, par exemple, le fait qu'on retient 30% des women-led entreprises à l'oral pour l'accélérateur, ça veut dire qu'il y a un vrai discrimination positive pour ces projets-là. Et donc, et pareil, le fait qu'il y a ce Women Tech EU pour aider les women-led enterprises à préparer la candidature. L'idée, c'est de vraiment avoir plus de femmes puisque cette aide est très difficile à obtenir de base puisque la concurrence est tellement forte. Tout à fait, c'est l'esprit du Women Tech EU qui d'ailleurs existe dans d'autres formats, mais moins porté sur vraiment la structure en tant que telle. Il y a quand même une volonté de non seulement augmenter les taux de succès, mais aussi favoriser les profils féminins quand même, y compris dans la recherche d'ailleurs. Voilà, donc c'est le Women Tech EU qui sert cette ambition-là. Pour la suite, alors on va refaire un petit passage en arrière. Vous avez le petit repère visuel en haut à droite qui permet de vous montrer dans quel pilier on se trouve, en fait, à chaque fois qu'on évoque un dispositif. Donc là, on revient sur le deuxième pilier d'Horizon Europe, qui est vraiment le principal, celui qui dispose du plus gros budget. Et pour cause, il concentre vraiment l'essentiel des appels à projets collaboratifs, pour le coup. Donc, c'est pas forcément celui qui vous intéressera en priorité, parce que l'accès est un petit peu plus difficile de par la nature collaborative du dispositif. Il faut effectivement réunir au minimum 2 partenaires autour de vous, européens, donc qui sont issus d'autres pays européens, dont au moins un de l'UE, parce qu'effectivement, il peut y avoir aussi d'autres pays associés. Et puis, la caractéristique principale, c'est qu'on est dans une approche top-down. Donc, en fait, c'est vraiment des appels thématiques, donc qui sont non seulement collaboratifs, mais aussi thématiques, dans le sens où il faut vraiment répondre à un appel à projet spécifique, comme ça peut être le cas au niveau national, par exemple dans le cadre des appels programme d'investissement à venir. Donc là, il est vraiment judicieux en amont, et d'ailleurs, vous pouvez tout à fait, on parlera plus tard, vous faire accompagner pour ça, d'avoir une lecture bien précise de ces appels. Il y a beaucoup de mots-clés, d'objectifs chiffrés aussi parfois à prendre en compte pour voir si vous alignez vraiment précisément avec les priorités, les objectifs de ces appels. En termes de maturité, on est aussi un peu plus en amont. C'est quand même des appels vraiment dédiés à la recherche à l'origine, mais qui se sont largement quand même développés avec de potentielles applications industrielles, donc qui s'étendent vers qui avancent en termes de TRL, avec des actions d'innovation dans lesquelles il est possible de s'insérer en tant que partenaire industriel, donc même en tant que PME, à des niveaux peut-être plus spécifiques, comme contributeur technique, pour apporter une expertise, un savoir-faire spécifique.
L'intérêt de ces appels, c'est quand même aussi le taux de financement qui couvre pour tout ce qui est vraiment R&D 100% des dépenses. Donc, ça peut vraiment être un avantage. Et pour l'innovation, on est à 70%, tout comme c'est le cas pour l'accélérateur. Donc, globalement, on est quand même sur les programmes européens dans des taux de couverture assez importants. Mais évidemment, voilà, ça reste assez contraignant dans le sens où il faut envisager une collaboration avec des partenaires académiques et également industriels plus importants, et puis surtout avoir une capacité financière opérationnelle adéquate, suffisante pour pouvoir mener à terme ce genre de projets qui peuvent être aussi assez lourds et longs. On est sur un peu plus long terme que l'accélérateur. Donc, il faut que ce soit, en conclusion, vraiment stratégique pour vous, par rapport à vos objectifs vraiment de croissance, de mise en place de projets, de visibilité aussi au niveau européen. Voilà, il peut y avoir plusieurs avantages. On peut chercher à challenger un petit peu son projet par rapport à l'existant en Europe. Il y a plein de facteurs possibles, mais en tout cas, c'est bon à savoir pour des profils de start-up. Alors ensuite, on va rester dans tout ce qui est collaboratif aussi dans cette dimension-là, en parlant d'Eurostars, qui est un programme. Alors, on retourne au pilier 3, puisqu'on revient vraiment vers l'innovation et la collaboration industrielle. Ce programme-là existe depuis pas mal d'années aussi, et il a vraiment été conçu pour le public de PME innovantes, donc plutôt deep tech. Il y a vraiment des critères quand même à remplir pour prouver qu'on est fortement axé sur la R&D. Mais l'avantage, la caractéristique principale, c'est que c'est du collaboratif de plus petite ampleur, puisque l'idée, c'est de trouver au minimum un partenaire européen pour co-développer une solution, un produit, ou même un procédé. D'ailleurs, c'est peut-être l'avantage aussi, c'est qu'il y a une plus grande flexibilité au niveau de l'exigence deep tech. On ne parle pas vraiment de projet de rupture, même si on est sur des TRL un peu plus amont. Voilà, pour l'accélérateur, c'est vraiment deep tech, alors que là, on parle quand même d'éventuels procédés ou services. Donc, c'est peut-être un peu plus large au niveau des critères de départ. L'autre caractéristique vraiment importante, je omettais de le dire, c'est que la PME est au centre en fait de ce genre de projet. C'est même elle qui doit mener le projet dès le départ, qui doit être chef de file et réunir autour d'elle au moins un partenaire européen pour co-développer une solution qui sera d'ailleurs proposée en bottom-up aussi. Il n'y a pas de thématique particulière. Donc, c'est aussi une flexibilité supplémentaire. Alors, évidemment, la dimension collaborative, je ne le disais pas avant, mais c'est contrainte en termes de partage des résultats de la recherche. On est toujours dans le co-développement, donc ça, c'est des choses qui seront entérinées, notamment dans des accords de consortium. Les projets Eurostars sont relativement courts, puisqu'on est entre 2 et 3 ans de développement, et avec une certaine exigence en termes de délai de commercialisation, puisque celle-ci doit intervenir dans les 2 ans après projet. Donc finalement, on est quand même assez proche du marché. Là, on indiquait TRL 5 à 8, ça peut être un peu plus amont en fonction du type de projet, du secteur notamment. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à l'industrialisation assez rapidement. Et la dernière spécificité, c'est qu'on est sur une initiative conjointe qui, à l'origine, est en fait intergouvernementale. Donc, ce sont les règles nationales qui s'appliquent pour le financement, raison pour laquelle on n'a pas indiqué de taux de couverture de dépenses, comme c'était le cas pour les autres programmes, puisque ce sera vraiment différent d'un pays à l'autre. En France, c'est géré par BPI France, en fait, Eurostars, donc les règles de BPI classiques vont s'appliquer. On est plutôt autour de 40% de couverture de dépenses. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel. Donc, le budget doit être... la PME est vraiment au centre aussi parce qu'elle porte l'essentiel du budget de ce type de projet qui va être autour, en général, d'1 million, 1,5 million. Il y a au moins la moitié du budget qui va être porté par la PME chef de file. Voilà. Donc, intéressant à évoquer. Et je laisse Jenny nous parler du programme EIT.
Merci Sophie. Donc là, c'est le dernier dispositif dont on va vous parler ce matin, puisque c'est très intéressant spécifiquement pour les entreprises du secteur FinTech. Donc en fait, le EIT, ça veut dire European Institute of Innovation and Technology, donc une initiative du pilier 3. Et l'objectif de ce programme, c'est de créer des communautés d'innovation autour des thématiques phares pour l'Europe, comme le climat, la santé. Quand on dit communauté d'innovation, en réalité, on parle des réseaux avec des entreprises qui sont membres. Et donc, une de ces réseaux, ces communautés au sein de l'EIT, s'appelle l'EIT Digital. Et c'est conçu pour des entreprises qui travaillent dans les innovations numériques, évidemment. Merci d'avoir Il y a beaucoup de bruit qui vient. Excusez-moi. Donc, au sein de l'IT Digital, donc une entreprise issue du FinTech peut demander de devenir membre de ce réseau. Et une fois membre de ce réseau, il y a un appel à projet annuel qui s'appelle Innovation Factory. Et dans cet appel, il y a le sous-volet Digital Finance. Et c'est un appel assez particulier parce qu'il s'agit de projets collaboratifs où plusieurs entreprises ou entités vont se réunir pour créer un venture, une nouvelle start-up. Et le financement obtenu, s'il est obtenu, est surtout dédié à ce venture, à cette nouvelle start-up. Donc, justement, aujourd'hui, il y a Serge et Béatrice qui sont venus pour vous en parler beaucoup mieux que moi parce qu'ils sont actuellement lauréats du programme et ils sont en train d'implémenter leur projet Innovation Factory. Donc, merci Béatrice et Serge de votre venue et puis je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jenny et merci à tous pour l'organisation de ce séminaire. Donc moi je suis Béatrice Guez, j'ai cofondé AI for Alpha, qui est une société qui utilise des techniques de machine learning pour aider les gérants d'actifs dans leurs décisions d'investissement. Alors que c'est un projet en fait qui était né d'un constat que on avait fait avec nos cofondateurs, qui était que les gérants aujourd'hui avaient trop d'informations auxquelles ils avaient accès pour comprendre l'évolution des marchés financiers et que dans ce monde de plus en plus complexe, l'homme avait besoin de la machine pour superformer sa gestion. Donc voilà, on est sur l'intelligence augmentée et on propose donc des solutions d'aide à la décision. Donc en fait, on avait développé une technologie qui était basée sur du deep learning, qui était une technologie en fait similaire à ce qu'avait utilisé Google DeepMind à l'époque quand il avait battu le meilleur joueur de Go. Et en fait, on l'a appliqué dans donc, le cas d'allocation d'actifs, qui était donc de pouvoir aider donc, le gérant à prendre la meilleure décision de gestion en fonction de l'environnement de marché. Alors, en fait, la façon dont on avait procédé, c'est qu'on avait donc d'abord confronté et testé l'approche avec différents acteurs. Puis, on a créé ce partenariat avec les équipes de Lombard Odier et donc de Serge Tarmachnik, qui est responsable de la recherche au sein de Lombard, dans le cadre de ce projet d'EIT Digital. Donc, en fait, l'objectif de l'EIT est de pouvoir aider des projets et des startups à développer donc, un projet technologique innovant dans le cadre d'un partenariat européen. Donc, je pense que les mots-clés sont assez importants. Je pense qu'il y a là, effectivement, comme l'avait dit Jenny, il y a le côté technologique qui est assez important et qui est essentiel, c'est un partenariat avec des acteurs européens. Donc, dans notre cas, l'objectif du partenariat était que donc, nous créions donc, la société, la start-up AI for Alpha, dont le but était de développer donc, cette solution à plus large échelle d'aide à la décision pour les sociétés de gestion. Et
Pour Lombardier, leur objectif est de tester la solution dans le cadre d'applications concrètes pour leur gestion et donc de valider la solution et nous aider au développement du produit. Donc, on a soumis un dossier pour expliquer donc la valeur ajoutée de notre projet. Dans le dossier, en fait, il a fallu bien expliquer donc quelles étaient les différentes étapes à suivre. Il y avait une grosse partie qui était sur les objectifs que l'on devait atteindre. Donc, ces objectifs étaient donc des objectifs qualitatifs, mais aussi des objectifs quantitatifs, donc un minimum de nombre de clients à obtenir. On avait mis comme objectif aussi de participer à des conférences pour développer le projet et des objectifs de suivi et de développement du projet d'un point de vue commercial. Avant de laisser la parole à Serge, je pense qu'un point qui est assez important aussi, que je voulais mentionner, c'est que ce qui a… Alors, difficile à dire, hein, qu'est-ce qui a fait en sorte que nous ayons été sélectionnés, mais j'aurais mentionné 2 points. Le premier, je pense que la valeur… donc, la profondeur technologique a probablement donc, contribué fortement donc, à l'intérêt de l'EIT pour le projet, parce qu'on est donc dans un secteur assez innovant et qui était peut-être pas assez développé aujourd'hui. Et le fait d'être adossé ou d'avoir un partenariat avec un grand groupe comme Lombardier a probablement aussi été un des facteurs déterminants. Donc, je pense que donc voilà, donc nous on était une petite société quantitative. Donc le fait d'avoir eu comme partenaire des groupes solides a probablement énormément joué dans le choix de la sélection. Alors, un dernier mot peut-être, en fait, dans notre cas, et je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, dans le cas d'une création de start-up, ce qui est important à savoir, c'est que donc l'EIT rentre au capital de la start-up. Ce n'est pas similaire à une levée de fonds. En fait, il rentre au capital et par ailleurs, on a une subvention qui arrive de façon assez tardive, hein, quand même, il faut l'avoir en tête, puisqu'on commence à recevoir les subventions entre 6 et 1 an après la fin du projet. Par ailleurs, donc les partenaires et donc Lombardier a aussi donc des subventions. Donc Serge en parlera donc de son point de vue, mais qui permet donc de financer le coût lié au développement du projet. Voilà. Juste avant de passer la parole à Serge, je dois malheureusement partir avant la fin du webinaire. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser à Georgia qui fera le lien et je serai ravie de pouvoir vous aider. Voilà, je vais mettre mon micro en mute et je laisse la parole à Serge, donc avec qui on a travaillé sur ce partenariat. Merci Béatrice. Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de ce webinaire pour l'occasion de pouvoir partager sur cette partnership, sur cette relation qu'on a pu mettre en place avec AI for Alpha. Et donc, je vais commencer peut-être par parler un petit peu de Lombardier pour donner une idée du type de membres externes que l'EIT a sélectionné. Et donc, et comment est-ce que notre aventure, je dirais, a débuté. Donc, voilà, Lombardier est une banque qui fait de l'investissement privé, principalement pour des institutionnels et des investisseurs privés. Il y a un pôle technologique aussi qui en fait partie. Et donc, on est à peu près 3000 personnes dans le monde avec des bureaux sur 4 continents et avec des encours sur gestion qui sont sur la place suisse de banque privée genevoise en deuxième position. Donc, on a une organisation relativement importante. On n'est pas une énorme organisation. On n'est pas une société cotée, mais on a quand même une certaine expertise technologique en interne au niveau de la recherche liée à l'investissement évidemment, et au niveau technologique. C'est-à-dire qu'on a aussi pas mal développé d'infrastructures pour pouvoir supporter cette recherche.
Donc, on avait une certaine, je dirais, connaissance / expertise en machine learning. Mais on n'avait pas forcément, c'est un sujet extrêmement vaste, comme la plupart d'entre vous le savent, et on n'avait pas forcément d'expertise dans l'assistance, donc pas tellement de robot advisor, parce qu'on cherchait plutôt, comme Béatrice l'a mentionné, de l'aide à la décision, mais de pouvoir augmenter nos capacités de prise de décision à travers d'outils qui potentiellement vont au-delà de ce qui est disponible sur le marché. Sur le marché, vous avez dans la finance des boîtes comme Bloomberg, comme Refinitiv, Reuters, qui en fait apportent de l'information qui est potentiellement orthogonale à ce qu'on peut avoir en interne. Mais il n'y a pas forcément des outils extrêmement avancés d'analyse de systèmes non linéaires que permet de faire le deep learning ou l'apprentissage supervisé et autres. Donc, dans ce cadre, on a rencontré Béatrice et Eric qui nous ont proposé cette collaboration et qui, en fait, nous a débouché sur cette bourse EIT qui nous a été extrêmement utile. Donc, je vais parler un petit peu de choses pratiques parce que je pense que dans l'audience, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par les côtés plutôt pratiques. Et donc, ce qu'on a fait, comme Béatrice l'a dit, c'est-à-dire qu'on a dû définir un projet en commun avec, à la base, on avait aussi une autre société de données qui s'appelle Refinitiv, c'est bien d'avoir aussi dans ce type de dossier des partenaires non actifs qui sont capables de pouvoir apporter potentiellement du financement par la réduction à des abonnements, par exemple, et donc de pouvoir en fait démarrer un projet de cette envergure. Donc, on a fait une application qui a été, on a eu de la chance, qui a été acceptée et qui nous a permis, du côté de Lombardier, donc d'allouer une partie de notre temps sur ce projet. Donc, il y a une dizaine de personnes dans mon équipe qui travaillent de manière plus ou moins intense sur ce projet. Et aussi, après, avec les subsides de l'EIT, de pouvoir embaucher des stagiaires qui nous ont permis de vraiment tester la solution, non seulement tester la solution de AI for Alpha, mais aussi potentiellement développer des nouvelles idées, aller dans certaines directions, influencer le cours de la recherche de AI for Alpha. Donc ça, c'était je dirais, une participation objective vraiment intéressante, je pense, dans ce cas-là, pour les deux parties. Ça nous a permis donc d'avoir trois stagiaires qui ont travaillé chez nous pendant 6 mois, qui ont débouché sur donc des outils qui sont utilisés en interne et qui aussi ont débouché sur des publications. Donc, Béatrice parlait de la possibilité de pouvoir aussi dans le milieu académique, spécifiquement dans le milieu du machine learning, participer à des conférences. Et nous avons participé à 2 conférences avec 2 publications sur, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de la technicité du projet, mais sur des allocations de poids sur des stratégies de volatilité. Donc, ces deux projets ont été extrêmement intéressants. On a reçu le meilleur paper award dans une des conférences de machine learning en Europe. Donc, c'est de la recherche qui a été d'une certaine manière validée par la communauté académique et qui nous permet aussi de pouvoir valoriser en externe cette relation qu'on a eue avec AI for Alpha grâce à l'OIT. Je dirais aussi que ce type de relation n'est pas forcément uniquement étalé, échelonné sur le temps du subside de l'OIT, étant donné que AI for Alpha et Lombardier continuent d'avoir une relation malgré que notre projet se soit terminé à la fin de l'année passée. Donc ça a débouché sur une suite je dirais de nouveaux projets, d'émulation, d'échanges qui sont extrêmement enrichissants, je pense, pour les deux parties. Voilà, alors peut-être deux mots pour finir sur l'EIT, ce que l'EIT nous a apporté. Donc, en dehors évidemment de cette collaboration, il y a l'académie chez EIT qui est en fait une sorte de consortium de différentes universités qui proposent des programmes
d'enseignement et de recherche auxquels des étudiants participent et nous proposent soumettre leur candidature pour faire des stages. Donc, on a eu accès à un pool de candidats qui était non négligeable et très intéressant. Donc, ça, c'était un des points sur lesquels je pense que l'EIT peut être utile aussi pour une entreprise, pour un partenaire comme nous qui étions un partenaire externe. Et un deuxième point qui a été pour nous aussi très utile, c'est d'être en relation avec l'EIT, de participer à l'écosystème de l'EIT en étant membre externe et de pouvoir un petit peu avoir un flavor, un survey, une sorte d'ensemble des projets innovants qui existent sur le marché, de voir un peu les applications, d'être mis en relation avec potentiellement des gens qui font de la recherche ou qui proposent des solutions innovantes en finance, et donc de pouvoir avoir une certaine vue sur les tendances auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc, je pense que pour nous, ça a été extrêmement enrichissant de faire partie de cet écosystème. Voilà, donc en gros, une présentation très rapide de cette relation qu'on a eue avec l'EIT. Merci beaucoup, Serge et Béatrice. C'est vraiment intéressant d'avoir le point de vue des entreprises qui ont participé, ce que ça a demandé, ce que ça a demandé comme travail en amont, comment il faut s'y préparer, et aussi les avantages de participer à ce genre de projet qui sont non seulement financiers, mais ça apporte plein d'autres avantages en dehors du financement apporté, on va dire. Donc, merci Jenny. Merci Béatrice. Et donc, ça regroupe assez bien ce témoignage avec ce qu'on voulait vous dire par la suite. C'est des conseils généraux pour viser ou se poser la question de participer à un dispositif européen et sur le montage de projets. Et on y trouve sur cette slide certains points qui ont été évoqués par Serge et Béatrice. Sur le dossier, au milieu de la slide, on avait mis un projet complet et cohérent, ce qui rejoignait ce que disait Béatrice sur le fait de vraiment bien définir c'est quoi le projet, et lorsqu'on est dans un projet collaboratif, quelle est la part de chaque partenaire, pourquoi la collaboration est nécessaire, et est-ce que cette collaboration va rester pérenne au-delà du projet. Et Béatrice, elle disait aussi qu'il faut vérifier que le projet est suffisamment, dans le cas du Innovation Factory, est-ce que le projet est suffisamment deep tech? Sur certains appels, on s'attend à vraiment avoir un fond technologique assez très fort ou pas encore très, très mature, et sur d'autres projets, on est beaucoup plus proche du marché. Donc, une des choses à évaluer, c'est quelle est ma faisabilité technologique et commerciale. Est-ce que je me situe sur le bon TRL, justement, demandé par le projet? Et sur le dossier, un troisième point, c'est quel est l'impact du projet, puisque c'est l'argent du citoyen européen. Quel est l'impact sociétal, éventuellement environnemental du projet? Est-ce que ça crée de l'emploi? Est-ce que ça contribue à des politiques, des objectifs européens? Donc ça, c'est en ce qui concerne le projet en lui-même. Et le premier point du slide qu'on a appelé préparation, c'est vraiment avant de se lancer, quelles questions il faut se demander. D'abord, on ne l'a pas écrit sur le slide, mais on l'a mentionné avec Sophie plusieurs fois, c'est les taux de réussite de ces appels à projets. Puisqu'on est en concurrence avec toute l'Europe, les entreprises venant de tous les pays européens, la concurrence est très forte. Donc, il faut vraiment vérifier qu'on est bien éligible pour le projet, d'une part, et d'autre part, qu'on est capable d'investir les moyens nécessaires pour faire une candidature qui est une copie parfaite. J'ai envie de dire, il faut que le dossier soit vraiment très détaillé et très bien travaillé. Donc, nous, on conseille de commencer à préparer un dossier au moins 2 mois avant l'appel, ce n'est pas 4 mois dans le cas d'un projet collaboratif. Et puis, prévoir de se donner les moyens en interne de faire ce montage. Ça va demander du temps des dirigeants, des équipes techniques, marketing, commercial, ainsi de suite. Et puis, le dernier point, le dispositif, donc je l'ai déjà dit, il faut bien comprendre
l'objectif du dispositif et si le projet s'inscrit bien. Et puis, dans le cas de l'EIC Accélérateur, notamment, il faut écrire le projet comme si on s'adressait à les investisseurs. On demande aux évaluateurs d'imaginer à la suite de la lecture, est-ce que moi, j'aurais envie personnellement d'investir mon argent dans ce projet ou pas. Et le dernier point, vous montez votre dossier européen et vous n'êtes pas retenu. Dans certains appels, il y a la possibilité de recandidater, ça c'est une chose, mais on trouve aussi que le fait de faire ces candidatures, ça apporte beaucoup à l'entreprise parce que ces dossiers de candidature vous obligent à explorer plein de facettes de votre projet et de réfléchir à toutes les étapes de manière très détaillée. Et un dossier n'est pas perdu parce que souvent, il y a la possibilité de recycler au moins une partie du projet sert à une aide au niveau national, voire régional. Et c'est ce qu'on va vous présenter juste avant la fin du webinaire, c'est l'articulation de ces dispositifs d'aide européenne avec des dispositifs nationaux qui sont à peu près au même niveau technologique et de maturité commerciale. Je laisse Sophie vous expliquer un peu les possibilités d'aide pour se faire aider dans le processus de demander de monter une candidature européenne. Oui, alors effectivement, comme vient de le dire Jenny, c'est vraiment pas évident on n'essaye pas de vous décourager, bien sûr, mais voilà, il y a quand même une certaine complexité dans le montage de ce type de projet. Et il s'avère, même statistiquement parlant, ça a été un peu établi au niveau de l'Association nationale des conseils en innovation, d'ailleurs, dont nous sommes membres, que l'accompagnement est vraiment essentiel et voire nécessaire dans la plupart des cas, qui permet vraiment de maximiser les chances de succès dans ce type de candidature. Et ce sont même des compétences qui sont vraiment reconnues aujourd'hui. Au niveau national, c'est notamment à travers BPI France que c'est le cas. Et des outils qui ont été mis en place par l'agence, qui s'appelle donc le Diagnostic Europe et le Diagnostic Partenariat Technologique International, qui préexistaient d'ailleurs avant pour des projets collaboratifs non européens. Mais le but, là, c'est vraiment d'améliorer en fait le taux de succès, de dépôt d'abord et de succès des projets français dans les programmes européens, parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore tout à fait finalement au retour sur investissement, si je puis dire, espéré par rapport aux contributions, à la contribution nationale. Donc, ces deux outils-là, en fait, sont séparés par type de programme. Donc, si vous êtes sur des programmes monobénéficiaires comme l'EIC Accelerator, en step 2, donc c'est l'étape la plus lourde, disons-le, vous pouvez faire une demande de prise en charge de la moitié d'une prestation d'accompagnement par un cabinet de conseil, dans la limite de 10 000 €. Et pour les projets collaboratifs, comme tous les appels, la plupart des appels Horizon Europe qui vous ont été présentés tout à l'heure, mais aussi Eurostars et certains programmes bilatéraux, c'est le même principe. Vous aurez une prise en charge pour moitié d'une prestation dans la limite de 15 000 € TTC ou de 5 000 quand vous n'êtes pas chef de file. Voilà, donc c'est quand même une petite précision. Et autre précision pour le diagnostic PTI, du coup, c'est que ça peut être un peu plus flexible en termes de prestations. Vous n'allez pas forcément devoir demander une prestation globale de montage de A à Z. Ça peut être vraiment sur des interventions spécifiques, par exemple pour vraiment juste structurer votre projet en termes de lot de travail ou chercher des partenaires si vous n'en avez pas en amont ou négocier un accord de consortium. Donc voilà, c'est une prise de contact à faire avec BPI dès le début et ensuite ça peut aller assez vite et simplement. Voilà, donc pour poursuivre, comme je vais revenir sur... Alors, on a essayé de synthétiser, parce que ce n'est pas forcément facile en un temps court comme celui d'aujourd'hui. Le principe, justement, de l'articulation entre les financements nationaux et européens. Alors, ça peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que ce
qu'on constate un peu statistiquement et de façon générale, la tendance, c'est qu'on fait d'abord un peu ses armes au niveau national, avec une première labellisation, par exemple, Bourse French Tech Émergence pour les startups deep tech. Et puis, voilà, les premiers concours de demande d'aide nationale, voire régionale. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif sur cette slide parce que je pense que ce serait vraiment beaucoup trop dense. Il y a un nombre d'aides possibles, accessibles, vraiment élevé aujourd'hui, à toutes les échelles, du coup. Donc, c'est vraiment intéressant de se renseigner. Là, ce sont les essentiels qui sont plutôt proposés, administrés par BPI, notamment dans le cadre du programme Investissement à venir, mais aussi d'autres aides voilà, qui existent depuis un certain temps, comme les concours iLab et iNov, qui se calent également sur cette fameuse échelle de maturité, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est vraiment la même philosophie, que ce soit au niveau européen et national. Donc, on dit généralement qu'on commence par le national, mais ça peut aussi être l'inverse, puisque, comme le disait Jenny, c'est toujours intéressant en fait de faire l'effort de formaliser son projet, de se faire une idée plus précise d'applications possibles, de partenariats éventuels à l'échelle européenne. Et ensuite, en cas d'échec, si on peut parler d'échec véritablement, et bien, recycler une partie de ces projets dans des dossiers nationaux et vice-versa. Donc en fait, il peut y avoir des allers-retours finalement entre ces différents dispositifs. Et il est donc intéressant de le constater d'un point de vue global, comme ça, vraiment pour servir votre projet, tout simplement, et faire en sorte que chaque niveau de maturité, chaque phase un peu critique puisse être prise en charge financièrement, mais aussi en termes d'accompagnement, parce qu'il y a également des services, donc, comme je le précisais tout à l'heure, qui sont proposés au niveau national et européen. Voilà, donc je ne vais peut-être pas plus loin vu qu'on arrive au terme du webinaire là-dessus. Mais pour conclure, ça a déjà été mentionné, mais voilà, il y a des questions stratégiques en fait, importantes à se poser avant de se lancer dans ce type de montage de projet, de candidature. Globalement, c'est vraiment est-ce que vous allez en solo ou non, parce que ça va tout de suite changer la donne en termes de développement de projets, de propriété intellectuelle, d'exploitation derrière, mais aussi de visibilité et comme on a pu l'entendre, davantage de partenariats. Vous pouvez vraiment retirer des choses intéressantes d'une collaboration européenne. Le type de financement, bien sûr, est-ce qu'on est dans du dilutif, du non dilutif? Bien sûr, la subvention va être priorisée pour des projets très critiques, très risqués, je dirais plutôt, mais ça peut aussi être des formats un peu mixtes, comme dans l'accélérateur. L'alignement stratégique, ça c'est forcément très important dès le départ, de savoir si c'est le projet qui s'alignera à un programme ou l'inverse. Et dans ce cas-là, bien définir à quel moment intervient le financement et bien analyser le rapport un peu bénéfice-risque finalement de se lancer dans quelque chose qui sera en ligne avec votre projet ou non, qui va vous obliger un peu à vous écarter de votre stratégie, mais peut-être pour le mieux aussi, pour identifier de nouveaux projets porteurs. Est-ce qu'on raisonne par technologie ou domaine d'application? Donc ça, c'est souvent dans l'analyse des appels à projets. Est-ce que vraiment vous allez vous caler sur une technologie précise ou un domaine dans lequel votre technologie va s'appliquer? Donc là, à nouveau, c'est vraiment la lecture des appels qui joue. Et puis, bien sûr, le niveau de maturité, à quel niveau de TRL on se situe en début et fin de projet. Et ça changera tout, bien sûr, dans l'identification des programmes de financement. Voilà, donc je ne m'étends pas plus non plus, mais n'hésitez pas, bien sûr, à nous contacter tous individuellement pour plus de détails. Voilà. Oui, puis je pense qu'on va répondre à certaines questions dans le chat. Merci beaucoup pour vos questions. Et juste avant de faire ça, souvent, les questions vont être... Parfois, on arrive sur des questions qui sont très spécifiques à votre entreprise et votre situation. Et c'est pour ça, ce qu'on voulait vous proposer par la suite, c'est de ne pas hésiter à nous contacter, Sophie et moi. Vous voyez nos coordonnées. On peut faire, dans un premier temps, un diagnostic gratuit par téléphone où vous pouvez nous présenter un petit peu votre entreprise, votre stade de développement, votre projet. Et on saura plus rapidement et de manière plus efficace vous orienter sur les bons dispositifs de manière assez personnalisée. Voilà.
Parfait, merci Jenny et Sophie pour cette présentation très intéressante. Là, on peut passer à une session de questions-réponses. J'ai noté quelques questions, on en a plusieurs. Alors, une première question, en fait, c'était juste pour savoir s'il y avait la possibilité d'avoir un replay du webinaire. Donc, la réponse est oui. Vous pourrez revoir le webinaire sur notre chaîne YouTube de Finance Innovation. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Après, il y avait aussi une question de Monsieur Olivier Tubetti qui demandait plutôt si son projet était éligible, notamment à l'EEC accélérateur. Et donc là, je vous conseille directement d'appeler Jenny et Sophie pour faire ce diagnostic, pour qu'elles puissent vous guider spécifiquement et vous donner des conseils par rapport à votre projet. Alors, sinon, on a une première question qui concerne les délais pour obtenir les financements européens. Quels sont, après, j'imagine que ça dépend d'un financement à l'autre, mais plus ou moins, combien de temps il faut qu'on attend pour avoir une réponse positive ou négative de la part de l'Union européenne si on décide de se lancer vers un financement européen? Alors, pour l'accélérateur, le processus d'évaluation est déjà assez long parce que vous allez candidater d'abord en step 1 et il y a 4 semaines d'évaluation. Puis si c'est bon, vous préparez votre candidature en step 2. Souvent, il faut attendre une cut-off, donc une date d'appel à projet précis. Il y en a 3 par an. Donc, disons qu'il faut encore imaginer qu'il y a 2 mois pour préparer et déposer le step 2. Peut-être encore 1 mois pour être invité à l'oral. Et puis, quelques semaines de décision après l'oral. Donc, disons que le processus de candidature, lui, va durer environ 6 mois, je dirais peut-être 4 à 6 mois, disons. Et ensuite, le projet peut commencer dans la foulée, souvent le premier jour du mois suivant. Et là, les fonds arrivent, en ce qui concerne la subvention, les fonds arrivent très rapidement, au plus tard 3 semaines après le début du projet, et vous allez recevoir 45% de la subvention au démarrage. Donc, ça préfinance en fait chaque année de projet, si vous voulez. Et ensuite, la partie equity, lui, est plus long parce qu'il y a un processus de négociation assez long avec la Banque européenne pour faire le due diligence. Et puis, il faut surtout que la participation de la Banque européenne corresponde à votre propre levée de fonds de votre côté. Donc, le timing est vraiment c'est un peu de votre côté aussi. Pour les aides standards, collaboratives, pareil, le processus de candidature, ça va durer 4 mois, par exemple, entre le dépôt, la négociation du contrat, la signature. Et puis, pareil, les fonds vont arriver presque à la moitié au début du projet. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Et pour l'Innovation Factory, comme disait Béatrice, c'est un autre mode de fonctionnement qui est un peu différent des autres aides européennes. Et il me semble qu'elle avait précisé il fallait attendre 6 mois, voire 1 an avant de percevoir les premières tranches de la subvention. Et merci Jenny. Peut-être une petite précision sur l'OIT. Ils ont récemment changé les règles et donc là en fait c'est 1 mois pour l'évaluation, donc c'est très très rapide. Donc l'idée c'est en fait de déposer le projet. Il y aura 1 mois d'évaluation et le mois d'après normalement au moins pour l'OIT digital, il est déjà possible de commencer le projet, donc c'est plus rapide, c'est sûr. Merci Jenny. Donc, il y a une deuxième question. Avec un programme de recherche achevé, avec une vraie solution commercialisable, mais avec la conséquence d'être désormais sans fonds propres, est-ce qu'on peut trouver des financements auprès de l'Union européenne? Ça va être difficile pour 2 raisons. La première, c'est que s'il n'y a plus de R&D à proprement parler, il ne peut pas avoir de financement par Horizon Europe parce que c'est un programme de financement à l'R&D et puis ça met l'Union européenne et les États dans une position de pratique anticoncurrentielle. Et l'autre problème, c'est que souvent, quand on fait des aides collaboratives, par exemple, on doit réaliser une sorte d'analyse de capacité financière où l'entreprise va indiquer ses fonds propres. Et c'est des ratios concrètement, et si les fonds propres ne sont pas suffisants, ça va donner un score mauvais et il n'y aura pas la possibilité de participer à un projet collaboratif. L'accélérateur est plus flexible, il n'y a pas besoin de respecter ces ratios puisque le projet va souvent comprendre une levée de fonds.
mais ça va avoir un impact très négatif sur l'évaluation parce qu'il y a un critère d'évaluation qui s'appelle capacité financière. Et si on ne peut pas présenter des bons fonds propres, l'évaluateur va être obligé de donner une très mauvaise note à cette partie-là. Donc, ce n'est pas une réponse très encourageante et on rencontre beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation justement et on nous dit mais c'est pas possible, il faut de l'argent pour avoir de l'argent. Et malheureusement, c'est souvent vrai, c'est souvent le cas. Merci Jenny. Et par rapport à ça, il y a aussi une autre question. Est-ce que ces aides européennes peuvent être recherchées par des TPE? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de PME, de start-up, mais est-ce qu'une TPE peut aussi avoir accès à ces financements? Oui, j'aurais tendance à dire que oui pour la plupart. Mais malgré tout, c'est vrai que, bon, en fait, on rejoint toujours cette histoire de capacité financière et opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut, dans la majorité des cas, ce qu'on constate dans les évaluations, c'est que l'équipe, par exemple, qui est constituée, doit déjà être relativement bien étoffée en termes de diversité de profils, que l'essentiel des compétences soit là, donc à la fois financière, de développement, mais aussi, bien sûr, de R&D. Voilà, sur les appels, je ne dirais pas qu'il y ait de spécificité, de limite, en fait, quand je réfléchis, là, je fais un peu le tour des programmes, mais vraiment, il y a ces critères de capacité, en fait, qui s'imposent assez rapidement, donc ça demande d'avoir non seulement les fonds, mais aussi les ressources humaines et techniques, par exemple, pour se lancer. Donc, de fait, on arrive vite au statut un peu PME, à la stature de PME. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jenny, mais... Oui, tout à fait, c'est ça, oui. Peut-être le seul aide qui serait démentionné à ce moment-là, c'est le Women Tech EU, mais à la condition, et c'est pas le moindre, d'avoir une femme à la tête de l'entreprise ou au moins à la direction technique. Voilà. Ok, parfait, c'est plus clair. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Women Tech EU, et il y a une question par rapport à ça. Si on a une start-up cofondée par une femme, mais qu'on a déjà une MVP et une levée de fonds, est-ce qu'on peut postuler au Women Tech ou est-ce qu'on ne serait pas éligible? Alors, je ne pense pas que ce soit rédhibitoire, puisque quand même l'objectif, encore une fois, c'est vraiment de favoriser le leadership féminin, la participation féminine dans ces programmes. Donc, bon, évidemment, si on est déjà vraiment beaucoup plus avancé par rapport au MVP et au premier million levé, c'est peut-être moins pertinent en termes d'éligibilité, puisque finalement, on pourrait considérer que vous soyez déjà prêt pour un accélérateur, par exemple, et donc vous éloignez un petit peu de la cible. Mais malgré tout, je pense que vraiment, il ne faut pas se priver de candidater dans la mesure où on répond bien à l'ensemble des autres critères qui sont vraiment la nature, rupture, type tech du projet, de l'entreprise, et puis le profil aussi féminin qui est présenté, qui porte ce projet. Ce qu'on fait parfois avec ce genre d'aide, parce qu'il y avait un dispositif similaire sur la programmation précédente, mais qui était ouvert à toute entreprise, c'est de dire qu'avant de lancer le gros projet d'R&D qui, lui, peut être financé par l'accélérateur, c'est de dire, OK, on est bien avancé, mais il y a encore un point un peu qu'on a besoin de clarifier. Donc, vous êtes bien avancé, vous avez votre MVP, mais peut-être qu'on pourrait présenter au Women Tech EU une étude sur la propriété intellectuelle ou la stratégie commerciale ou une étude de marché. On peut faire des choses comme ça qui rendraient ça possible. Et si vous visez directement l'accélérateur, vous avez quand même un sacré avantage parce qu'au moment où ils vont regarder quelles entreprises invités à l'oral en fonction de leur score, de leur notation. Ils vont monter les candidats, enfin les projets féminins, entre guillemets, de façon à ce que 30% de ceux qui se retrouvent à l'oral soient des entreprises féminines, on va dire, pour faire court. Donc, même si vous ne faites pas le Women Tech EU et que vous allez directement sur l'accélérateur, vous avez aussi un atout. Un avantage au niveau du taux de succès pour le projet. Même si, bien sûr, il y a une pondération quand même, évidemment, sur tous ces critères, enfin, sur différents critères qu'on n'a pas tous évoqués, comme l'éthique ou voilà, le niveau de propriété intellectuelle. Mais c'est vrai que
déjà, le critère féminin va vous aider peut-être à monter plus rapidement en haut de la pile. Accélérateur. Ok, très bien, merci, c'est plus clair. Il y a une question toujours sur le statut des PME. Dans les 4 financements qui ont été proposés aujourd'hui, est-ce que le statut de PME est-il capital? J'imagine que la question est non, mais je vous laisse répondre plus précisément par rapport à ça. La réponse est plus ça dépend. C'est une très bonne question et on aurait dû être plus clair sur ces points-là, sur chaque aide. Je pensais pour la prochaine fois, on va peut-être ajouter quelque chose là-dessus, mais l'accélérateur, c'est obligatoire d'être une PME. On doit respecter les critères de la PME européenne et l'Eurostars, c'est pareil. Dans un projet collaboratif, un petit projet collaboratif Eurostars, le chef de file doit être une PME au sens européen. Donc là, c'est 2 aides, accélérateur et Eurostars, où le statut PME est obligatoire. Dans les projets collaboratifs thématiques pilier 2 classiques, ça n'a pas d'importance, le statut de l'entreprise, que ce soit grande, petite, université, institution, etc. Ça n'a pas d'importance. Et dans le dernier dispositif dont on a parlé, le EIT Digital Innovation Factory, le statut PME n'est pas essentiel non plus parce que, par exemple, Serge de Lombard-Odier, c'est une grande entreprise. C'est juste que dans ce projet-là, il y a la création quelque part d'une PME, il y a la création d'une venture, d'une start-up à l'intérieur même du projet. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a aussi une question par rapport au statut juridique. Quel doit être? Est-ce qu'il y a une obligation par rapport au statut juridique ou est-ce que c'est pas important? Il y a d'autres critères qu'il faut prendre en compte? Statut juridique au sens si on est un SAS ou est-ce que c'est Oui, c'est ça. SARL, SAS, SA. Non, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, du coup, c'est le statut PME qui a vérifié non seulement par le nombre d'effectifs et le chiffre d'affaires total bilan, mais aussi par l'autonomie de l'entreprise, donc les participations au capital d'éventuelles d'autres entreprises. Ça, c'est une chose. Le format juridique SAS, SRL, ça n'a pas d'importance. Il faut que l'autre contrainte juridique, il faut que l'entreprise soit européenne, qu'elle soit immatriculée dans un pays européen, même si il peut y avoir des filiales dans des pays extra-européens. Ok, très bien. Et est-ce qu'il existe une plateforme qui reprend les financements nationaux? Oui, alors d'ailleurs, on va peut-être passer au slide. Il y a une slide avec quelques liens à la fin. Sur les quoi, Sophie, je n'ai pas entendu? Il y a des liens qui vous Ah oui. Voilà, non, oui. Voilà. Donc, alors, il y a déjà un site national qui est quand même très utile, le tout premier, horizoneurope.gouv.fr, qui vraiment est bien structuré aujourd'hui et assez intuitif pour retrouver toutes les informations sur les programmes européens en général. Et le pendant européen, c'est en fait le lien qui est en dessous. Donc, c'est vraiment la plateforme de la Commission européenne qui a été établie dès le départ pour regrouper l'ensemble de ces appels. Alors, elle est un petit peu plus difficile à appréhender, mais vraiment, on peut faire des recherches par mots-clés, vous avez différents types de filtres. Et il y a tous les documents aussi, par exemple, les work programmes qui regroupent tous les appels à projets dont on a parlé, accessibles ici. Donc, c'est vraiment un petit peu les deux liens clés qu'il faudrait avoir quelque part sur une fiche pense bête. On n'a pas parlé des dates d'ailleurs non plus, mais c'est vrai que pour les principaux dispositifs qui ont été évoqués, il y a les prochaines deadlines qui sont écrites ici. La première, c'est pour le Digital Innovation Factory, mais ensuite arrive rapidement l'accélérateur. Donc très clairement, pour le 15 juin, je pense que c'est pas trop la peine de l'envisager si vous démarrez aujourd'hui. Hein. C'est même pas du tout la peine, vu le timing. Mais pour octobre, par exemple, en fonction de votre... si vous êtes prêt ou non, ça peut s'envisager. Et on a donc en septembre l'Eurostars. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres ressources possibles hein, sur Internet. On peut vous en fournir si besoin. Mais vous avez là l'essentiel des sites à consulter.
Parfait, merci. C'est vrai que c'est important à retenir ces sites. Parce que parfois, ça peut être compliqué de trouver l'appel à projet, de voir s'il est ouvert ou pas, les dates limites. Donc, n'hésitez pas. Oui, donc n'hésitez pas vraiment à vous sauvegarder ces liens qui sont vraiment primordiaux pour déjà pouvoir toutes les informations concernant l'appel à projet, les dates limites, si vous êtes éligible ou pas. Alors, on a encore beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui demande si vous avez des profils statistiques des entreprises épurés aux aides, par exemple leur taille, l'activité. Oui, on avait fait l'exercice. Il faut le raisonner par dispositif. Pour l'accélérateur, j'essaie de on avait fait une étude. Je pense que la plupart des entreprises, par exemple, avaient entre 10 et 20 personnes pour un AIC accélérateur. Donc, une équipe assez constituée, mais pas énorme non plus. Pour le domaine d'activité, comme cet appel-là, il est totalement bottom-up dans la plupart des cas, on ne pouvait pas rentrer tellement dans le détail ce matin, mais l'accélérateur, c'est soit c'est le call open, et dans ce cas-là, toute thématique est permise, est égale, ou alors il y a un appel chaque année qui s'appelle Challenges, où certaines thématiques très importantes pour l'Europe sont demandées. Cette année, c'est technologies stratégiques dans edge computing et les technologies quantiques d'un côté, et puis tout ce qui est en lien avec le climat. Donc, si je parle juste de l'appel open, toute technologie a sa place. Donc, c'est pas tellement que certaines technologies sont en avant, ça dépend vraiment de la qualité du projet, mais on trouve qu'il y a pas mal de projets soit industriels, soit santé. En revanche, on avait mis, c'est un slide en annexe, là, c'est quelques exemples de lauréats dans l'accélérateur, justement, du secteur FinTech. Donc, ça existe. Il y a des projets numériques. Souvent, il faut juste bien justifier de la nature vraiment disruptive de la technologie, de dépassement de l'état de l'art technologique dans le numérique. Donc là, c'est la taille de l'équipe, le thématique. Sinon, souvent, l'entreprise avait un premier chiffre d'affaires quand même, sauf si on est dans le médical, évidemment. On avait fait une petite analyse et que les lauréats, assez souvent, ils avaient déjà commercialisé un premier produit. Et puis, ils lançaient un sorte de deuxième programme où ils entamaient un deuxième programme d'R&D pour faire un deuxième produit encore plus ambitieux, encore plus pertinent. Et de cette manière-là, l'entreprise pouvait témoigner de son expérience technologique et commerciale déjà établie, qui rassurait pour le lancement du deuxième projet, quelque part, qui était plus ambitieux. Pour l'Eurostars, souvent, les projets étaient des entreprises un peu près de la même stade de développement, de la même taille. Encore une fois, les thématiques n'étaient pas imposées. Et la plupart des projets avaient entre 2 et 4 partenaires avec un budget global de 2 à 3 millions d'euros pour tous les projets. Donc, c'est des projets collaboratifs, mais à petite échelle, très accessibles pour les PME. Voilà, j'espère que ça répond à la question. C'est assez complexe de répondre de manière générale. C'est pourquoi aussi on avait proposé le diagnostic, parce qu'on peut vraiment assez rapidement pour vous dire, bon, votre sujet il va être reporté sur cet appel-là ou pas. Ou alors vous êtes trop en amont ou peut-être trop en aval. C'est difficile de généraliser. Je voulais juste peut-être apporter une précision sur la partie thématique. Il y a quand même, en tout cas pour le programme de travail qui est actuellement en cours sur l'IAIC Accelerator, il y a un petit volet FinTech quand même dans ce qu'on appelle les challenges, mais vraiment les thématiques. Donc, on est soit dans Open, soit dans Challenge, qui se portent vers les infrastructures et services de paiement. Même financier en général, c'est un petit peu flou, comme je pense qu'il y a une ouverture qui est laissée volontairement. Donc, ça peut être une possibilité aussi de concourir sur ce volet-là dans l'accélératoire. Dans le domaine FinTech, j'entends. Merci Sophie et Jenny. Et effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont vraiment un peu plus personnelles, donc des startups qui vous demandent si ils pourraient être éligibles ou pas. Donc, pour ce genre de questions-là, je vous incite vraiment à contacter Sophie et Jenny par mail ou par téléphone. Comme ça,
vous pouvez organiser un rendez-vous spécifique pour présenter un peu votre projet et pour avoir un feedback de Jenny et Sophie. Alors, il y a aussi 2 questions concernant la préparation d'un appel à projet. Qui finance la préparation d'un appel à projet? Et est-ce que l'aide à la préparation comprend les cabinets de conseil qui aident à rédiger les projets? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a une liste de cabinets éligibles? Oui, alors c'est vrai que je n'ai peut-être pas bien précisé tout à l'heure, mais sur les diagnostics Europe et diagnostics partenariat technologique international qui sont proposés par BPI France, en fait, effectivement, une liste d'experts qui a été établie par BPI en amont. Et ces experts, ce sont des consultants comme nous qui travaillent dans des cabinets qui ont vraiment été choisis pour leurs compétences en la matière. Donc, vous pouvez tout à fait être accompagné et vous voir financer, en fait, faire financer cet accompagnement par BPI à hauteur de la moitié de la prestation avec les plafonds que j'avais indiqués, pour monter ces projets-là, pour rédiger les dossiers, effectivement, quand c'est le cas, quand c'est le besoin, ou pour faire autre chose d'ailleurs. Donc, vraiment formaliser le projet, essayer de trouver des partenaires, des choses plus spécifiques, par exemple, quand on est dans le collaboratif. Mais ça existe, oui. C'est vraiment un avantage d'ailleurs pour ce type de... Parce que c'est des projets donc vraiment lourds à monter, donc parfois ça représente quand même un coût non négligeable. Et voilà, c'est des services proposés aujourd'hui par BPI. Donc, en fait, c'est l'entreprise clairement qui doit financer le montage de son projet, sa candidature au dispositif. Mais juste pour l'aider, elle peut soit faire appel à un cabinet de conseil qui peut être très, très proactif et faire beaucoup d'écriture, ou alors juste avoir un accompagnement des relectures, une aide stratégique. Et c'est cet accompagnement-là par les experts accrédités, dont moi et Sophie, qui est financé par la BPI. Mais c'est en moitié par la BPI, mais c'est l'entreprise qui va... Il n'y a pas de financement directement pour faire tout le montage d'A à Z. Non, ça c'est sûr. De toute façon, c'est une collaboration, en fait. Il n'y aura jamais... vous serez dans ce type de dispositif un peu obligé de vous impliquer fortement pour constituer les dossiers. Ça va un peu de soi, mais c'est quand même important de le préciser. Donc, il n'y aura pas de montage 100% externalisé. C'est très difficile à envisager. Ok, merci. Et donc, quand le temps passe un peu vite, je vous pose les 2 dernières questions qui sont vraiment liées plutôt à comment vous contacter, comment vous demander un diagnostic. Et après, il y aura une question finale de conclusion. Donc, est-ce qu'une start-up en cours d'incubation peut-elle tout de même se rapprocher de vous pour vous poser des questions par rapport à son projet, ou est-ce qu'il faut qu'elle attend un peu pour se rapprocher de vous puisque son projet n'est pas assez mature, entre guillemets? Je dirais que vous pouvez tout à fait nous contacter maintenant parce que même si le projet ou l'entreprise est trop jeune pour les aides européennes, notre cabinet avec Conseil Innovation, on intervient sur toutes les aides régionales et nationales. Donc, peut-être qu'effectivement, on va vous dire c'est trop tôt pour l'Europe, mais ce serait quand même intéressant d'échanger pour vous orienter éventuellement vers d'autres dispositifs plus dimensionnés pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou via LinkedIn pour qu'on prenne rendez-vous par téléphone. Très bien. Et il y a aussi beaucoup de questions par rapport aux factures, au coût des prestations en général d'un consultant ou des conseils innovation. Donc, j'imagine que ça dépend cas par cas et ça dépend du type de prestation. Donc, j'invite déjà tout le monde vraiment à prendre rendez-vous avec Jenny et Sophie pour leur demander plus en détail quel serait le prix de leur prestation. Et je regarde s'il y a encore d'autres questions. Sinon, moi, en fait, j'ai une question de conclusion. Vous avez déjà donné plein de conseils aux PME qui souhaitent bénéficier de financement européen. Mais en fait, si vous deviez donner un conseil qui est primordial, chacune, donc en Jenny et en Sophie, quel serait ce conseil qui pourrait vraiment faire la différence pour les PME qui souhaitent bénéficier de ce type de financement européen ou également pour le montage de leur dossier?
Ouf, question difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes pour réussir ces projets. Mais je vais revenir sur un point qu'on aurait dit beaucoup de fois déjà ce matin parce que effectivement, pour moi, c'est ultra important. C'est avant de se lancer. Et je vais revenir sur le slide, ce slide-là. C'est se poser les bonnes questions avant même avant même le départ, c'est-à-dire avant même de télécharger des templates, des appels à projets, de regarder les taux de financement, de penser à une collaboration, c'est se poser les questions sur ce slide. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je suis à quel niveau de maturité technologique? Est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que j'ai les fonds propres? De se poser toutes ces questions, les questions d'avant de se lancer, j'ai envie de dire, c'est le plus important pour moi. Oui, je valide aussi. C'est vraiment une réflexion amont, mais je pense que c'est aussi vraiment celle du milieu, hein, l'alignement stratégique qui est important. Puisque je pense que c'est inutile de se lancer juste pour, par exemple, la visibilité ou essayer de se retrouver dans un niveau européen, de se lancer dans un appel collaboratif ou plus lourd qui va vous demander vraiment de l'énergie, des ressources sur un temps relativement long. Si on schématise, c'est quasiment la moitié, 6 mois, voire 1 an, pour au final vous rendre compte que le projet n'est pas, que c'est pas aligné avec votre projet à vous de croissance d'entreprise et projet technique. Il faut vraiment partir d'un besoin existant et voir ce qui correspond derrière. Et je pense peut-être, j'essaie de trouver un deuxième conseil vraiment fondamental, c'est un peu quelle est l'histoire que je vais raconter autour de mon projet. Quand on candidate à ces dispositifs, et il faut, c'est un peu le mot à la mode, mais il faut qu'il y ait une sorte de storytelling autour de votre entreprise et ce que vous avez envie de faire. Parce que concrètement, comme je disais tout à l'heure, on doit essayer de convaincre l'évaluateur d'avoir envie d'investir chez nous quelque part. Donc, pourquoi ça va changer, pourquoi votre innovation va créer de la disruption sur votre marché cible? En quoi, éventuellement, ça va améliorer la vie des Européennes, des Européens, pourquoi ça va améliorer des choses en Europe et l'impact sociétal, est-ce que ça va créer de l'emploi? C'est toute l'histoire qu'on raconte qui rend le projet très, très séduisant et très facile à comprendre, pédagogique qui donne envie. C'est ça peut-être le deuxième grand conseil que j'aurais envie de donner. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on est à la conclusion de ce webinaire qui était très intéressant. Merci beaucoup, Eugénie et Sophie, pour votre présentation, pour tous vos conseils qui sont vraiment précieux pour nous, pour toutes les PME FinTech innovantes qui souhaitent bénéficier de financements européens. Donc, vraiment, j'invite toutes les PME, les startups, les FinTech qui sont intéressés à bénéficier de ce type de financement et qui ont déjà une idée du projet ou qui ont juste envie de se lancer, de contacter Jenny et Sophie sur LinkedIn ou par mail ou téléphone pour fixer un rendez-vous de diagnostic, donc voir si votre projet peut être en lien ou pas et avoir évidemment des conseils par rapport au financement européen qui est le plus approprié pour vous. Encore merci Jenny et Sophie. Un replay sera disponible de ce webinaire sur la chaîne YouTube de Finance Innovation. Et donc, encore merci à tout le monde pour être là et je vous souhaite tous une bonne journée. Oui, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Merci.